parlé, la stratégie Maroc Digital 2030, elle est attendue depuis 2 ans à peu près, depuis 2 ans et demi. Elle avait été déjà annoncée lors du GITEX, la première édition du GITEX. Il y a eu un petit flop au niveau Maroc-Tech à l'arrivée du gouvernement. C'était une parenthèse un peu malheureuse. Et c'est vrai qu'on est très content maintenant que ces stratégies voient enfin le jour. Et surtout, c'est la première fois au Maroc qu'on a quand même un ministère qui s'occupe du digital, chose que la PBI avait toujours, depuis quelques années, avait toujours réclamé. Donc, cette stratégie, moi je suis assez optimiste sur 2 points. Elle différencie par rapport aux autres stratégies sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est que c'est une stratégie qui est très concentrée sur 2 axes. Donc, l'axe e-gouvernement, donc tout ce qui est digitalisation des services numériques pour le citoyen marocain. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est dynamiser l'économie numérique. Donc, c'est important d'avoir que 2 axes pour pouvoir se concentrer. Le deuxième point qui me paraît positif, c'est que je pense que c'est une stratégie qui a été montée avec l'ensemble des départements ministériels, parce que tout le monde est concerné. Et elle a été également élaborée en écoutant les citoyens. Donc, il y a eu pas mal de roadshows, pas mal de visites de Madame la Ministre partout au Maroc. Donc ça, c'est un point qui est positif, surtout fédérer l'ensemble des ministères. Et le troisième point qui me paraît aussi positif par rapport aux autres stratégies, c'est le budget. C'est qu'il y a une enveloppe de 11 milliards de dirhams qui est consacrée à ces stratégies sur 3 ans, 2024-2026. Donc ça, c'est une bonne chose d'avoir une stratégie et d'avoir une enveloppe. Maintenant, si on veut décliner ceci, ce qu'il faut, c'est un plan d'action. Parce qu'une stratégie, c'est une vision. On sait où on veut arriver, donc là il y a des objectifs chiffrés, on peut revenir là-dessus. Mais à côté de ça, il faut communiquer autour d'un plan d'action qui est clair et autour d'un plan de financement. Donc, qu'est-ce que les 11 milliards vont financer? Est-ce qu'il y a d'autres financements? Est-ce qu'il y a des financements qui vont venir des privés, des institutions, etc. Et quel est le timing? Parce que là, je pense que vous avez remarqué, des fois nous avons dans la stratégie des chiffres de 2022. Or, nous sommes déjà fin 2024, pratiquement. Donc, à fin 2024, où est-ce qu'on sera? Il faut une visibilité. Quel est l'objectif 2025, à 2026, 2027, etc., jusqu'à 2030. Donc, si on aborde l'axe e-gov, donc la digitalisation des services numériques, les chiffres sont ambitieux, mais ils sont vraiment atteignables, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2014, nous étions déjà 82. Donc malheureusement, on a reculé en 10 ans, mais revenir à 85 et revenir à 50 en 2030, c'est tout à fait faisable. Bien sûr, il faut aller très vite, parce que les autres ne nous attendent pas, donc tout le monde a les mêmes objectifs. C'est un axe qui est le plus important, parce qu'en fait, c'est l'axe qui va servir le plus aux citoyens. Et je rappelle ici que Sa Majesté le Roi, quand Dieu l'assiste, en 2016, ça veut dire qu'il y a 8 ans déjà, il avait dans son discours d'ouverture Parlement appelé justement à digitaliser les services publics, à aider le citoyen et en fait à ce que le citoyen ne soit pas le facteur entre les administrations, donc ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc que les informations soient échangées entre les différentes administrations, et que le citoyen n'a pas à faire ce travail-là, il faut qu'il ait un seul guichet, par la suite, tout le reste est fait d'une manière digitale. Donc nous avons mis 8 ans, c'est un axe important. Il y a un début du travail qui a été fait, ça a été présenté par l'Agence de développement digital, donc il y a quelques administrations qui sont déjà au niveau de l'interopérabilité, qui échangent déjà leurs données. Quand on parle des fois de la CNSS maintenant, par exemple, elle ne demande plus le certificat de vie, puisqu'elle échange des informations avec le ministère de l'Intérieur. Par rapport avec l'enseignement supérieur, par exemple, l'enseignement ne demande pas les extraits certificats de scolarité parce qu'on peut les avoir, etc. Mais malheureusement, toutes les administrations ne sont pas encore dans cette logique d'interopérabilité parce que la réglementation, elle doit être activée. Il y a un projet de loi 4119 qui est relatif à l'administration numérique qui n'est pas encore adopté. Donc, quand on travaille sur le e-gov,
on travaille avec les administrations, mais il y a aussi toute la réglementation qu'il ne faut pas oublier, parce que l'administration, elle est gérée par des lois, et donc il faut absolument que les lois soient réadaptées, soient adaptées au digital. Donc c'est un chantier qui est important, qui a démarré. Il y a la volonté dans ces stratégies d'avoir un portail unique qui va rassembler l'ensemble des services. Ce qui est important aussi, c'est les budgets dans les différents départements ministériels, parce que nous avions toujours remarqué que le budget était assez faible sur la partie digitale, les budgets dans les différents départements ministériels. Là, ce qui est un point très positif, c'est que le ministère, avec ses stratégies, va financer, dans les 11 milliards, elle va financer une partie de projets dans les différentes administrations. C'est-à-dire que le ministère, ils ont leur budget, mais ce fonds va les aider justement à compléter pour pouvoir terminer, pour pouvoir mettre en place les projets. Et les projets seront en fait sélectionnés en fonction du parcours aux citoyens. Donc ce ministère va choisir les projets qui sont les plus, je dirais, qui peuvent être déployés rapidement, dont on peut voir le résultat rapidement vis-à-vis des citoyens, et va contribuer. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors, ce qu'il reste aussi au niveau de ce volet qui est très important, que le ministère aussi adresse, c'est il ne suffit pas d'avoir des services en ligne digitalisés avec un portail et tout, mais il faut que tous les Marocains y accèdent, ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Et donc pour ça, on reviendra dessus bien sûr, que l'infrastructure suive, que tout le monde soit connecté. Il y a beaucoup de personnes qui sont donc analphabètes, qui ne peuvent pas utiliser le digital, et là ils ont prévu ce qu'on appelle des relais, qui sont en ce moment en cours de pilote, je pense, d'essai. C'est une expérience qui a vraiment réussi au Portugal. Moi-même, quand j'étais présidente de l'APBI, je pense en 2017 ou 2018, j'avais fait une visite à l'Agence de développement digital au Portugal. Ils ont mis ce qu'on appelle des kiosques partout. Donc des kiosques, c'est un peu comme avant, vous savez, les kiosques avec des téléphones. Donc c'est avec des jeunes qui ont des ordinateurs. Et puis les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, ils viennent avec leur carte nationale et ils font toutes leurs démarches administratives. Donc ça, c'est très important. Et cette stratégie prévoit ce type de relais. Et je pense que ça va être fait en partenariat avec la Poste, parce que c'est la Poste qui a le plus justement de relais à travers le Maroc. Cet axe des startups, c'est celui où les chiffres me paraissent trop ambitieux. Autant sur le e-gov, ça me paraissait réaliste, autant sur ce volet-là. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce qu'on n'a pas encore défini la startup. Alors que dans plusieurs pays, il y a déjà ce qu'on appelle le Startup Act. Donc déjà, il faut qu'on définisse c'est quoi une startup au Maroc et que ce soit réglementé, qu'on le sache. Deuxièmement, là, nous avons des chiffres sur 2022. J'aurais aimé savoir en 2024, nous en sommes à combien? Parce que là, on veut 2026 000 startups. Encore une fois, sachant que en moyenne, c'est une start-up sur 10 qui réussit. Donc, est-ce que ce sont les 1000 start-up qui ont réussi? Ça veut dire qu'il faut 10 000. Est-ce que c'est sur les 1000, on va avoir 100 start-up? Si on a 100 start-up, est-ce qu'on pourra lever 2 milliards de dirhams? Donc, ça me paraît très ambitieux. Mais bon, c'est pas grave, on peut avoir des chiffres très ambitieux et réaliser 50 ou 60%. Ce qui est important, c'est démarrer le plan d'action. Quel est le plan d'action? Là, on parle par exemple de labelliser les startups sur la stratégie. Mais on ne sait pas labelliser sur quels critères. Donc tout ça, c'est encore beaucoup de points d'interrogation. Peut-être qu'ils ont déjà la définition, mais on ne le sait pas encore. Donc qui va référencer les startups? Quel est le comité qui va référencer? Et quels sont les critères de référencement de ces startups? Ça, c'est important. L'accès au marché, ça c'est très important. Mais pour leur offrir l'accès du marché, il y a la réglementation des marchés publics qu'il faut revoir. Et ça, on sait très bien que ça prend du temps quand on veut revoir la réglementation des marchés publics. Donc on définit d'abord la start-up et sur les marchés publics, on dit par exemple 20% doit être accordé aux start-up. Il y a un travail à faire au niveau du privé parce qu'il n'y a pas que le public qui lance des marchés. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour encourager le secteur privé à faire confiance aux startups? Donc les grandes banques, les grandes donneurs d'ordre, l'OCP, la Royal Air Maroc, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va les encourager pour justement faire confiance aux startups? Donc ça, c'est l'accès au marché. Il y a aussi l'accès aux données, on n'en parle pas du tout.
alors que les startups, ils ont besoin d'un accès aux données publiques. Et on n'a pas du tout parlé de l'open data ou des projets justement de l'accès aux données. Donc il y a encore, je dirais, plein de points d'interrogation. Certes, le côté, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est au niveau GITEX, donc c'est quelque chose à saluer parce que les 2 éditions de GITEX ont permis d'attirer des investisseurs, de mettre en avant et en lumière nos startups, et je pense que les résultats ils ont déjà commencé à tomber, qu'il y a déjà des investisseurs qui investissent sur des startups. Donc ça, c'est un côté positif. Le mobile payment, ça c'est très important qu'on puisse le généraliser parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont dans le fintech, sachant que la Banque mondiale en 2017 a quand même débloqué une enveloppe de 500 millions de dollars pour l'inclusion financière au Maroc. Donc il y a des choses qui doivent être accélérées. Donc le volet start-up, les incubateurs, apparemment on parle d'attirer les incubateurs étrangers, ce qui est une très bonne chose. C'est vrai qu'il y a un excellent travail qui est fait par exemple au niveau de l'UM6P, Avengrir, avec leur incubateur, ils arrivent à attirer des investisseurs, etc. Mais tout ça, c'est bien, moi je dis c'est bien d'avoir des ambitions aussi fortes, mais il faut rapidement les opérationnaliser et mettre en place un plan d'action avec un planning d'exécution et avec un plan de financement. Par exemple, on parle de la bourse pour ceux qui veulent démarrer donc leur start-up. Mais pourquoi ne pas faire profiter ceux qui ont démarré il y a 1 an et 2 ans et qui ont justement qui ont des problèmes parce que c'est là qu'ils doivent être développés. L'axe offshoring, c'est l'axe qui s'est développé le plus en fait au Maroc ces dernières années. Donc je me souviens du premier contrat qu'on avait signé sous la présidence de Sead Boukirane, donc à l'époque. Et c'est vrai que les plus grands offshoreurs sont déjà installés au Maroc et à travers plusieurs villes. Donc on peut dire que l'offshoring, que ce soit digital ou que ce soit relation client, c'est bien développé. Et donc là, en fait, la stratégie digitale 2030 va accentuer encore les mesures, va les simplifier, que ce soit au niveau de primes d'emploi, primes de formation, l'IR, etc. La nouveauté de ces stratégies par rapport au programme offshoring d'avant, c'est qu'on a inclus ce qu'on appelle le digital export. C'est-à-dire pas uniquement les entreprises qui sont installées, qui font de l'offshoring pour des donneurs d'ordre internationaux, mais même les entreprises marocaines qui ont qui exportent, qui travaillent sur le marché local et qui exportent, par exemple, qui exportent en Afrique leurs solutions informatiques, etc. Et donc là, ils vont bénéficier des mêmes avantages. Maintenant, je regrette, il paraît qu'il faut qu'ils soient installés dans les mêmes zones offshore. J'espère que ce n'est pas le cas, que ça ne doit pas être une condition parce que exporter, c'est d'avoir des devises, peu importe. On peut s'installer Filmaarif, on peut s'installer Frandi. J'espère que vraiment il n'y aura pas cette condition-là parce qu'on a beaucoup de PME dans le secteur du digital qui exportent leurs solutions, beaucoup, surtout en Afrique. Et donc j'espère qu'ils vont bénéficier des mêmes mesures. Sans ce catalyseur, aucune stratégie ne peut réussir, c'est le digital talent. Donc ce sont des compétences qu'on doit, je dirais, former en tenant compte du fait qu'il y a des compétences qui partent. Ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Donc il faut former encore plus. Et là, je vois les ambitions sont ambitieuses et tant mieux. Sauf que nous sommes dans un secteur qui bouge beaucoup, qui est agile. Donc, par exemple, là, nous avons à peu près 18 domaines de compétences numériques qui sont identifiés, donc les réseaux, l'administration de données, sécurité, intelligence artificielle, etc. Mais je pense qu'il faut qu'ils mettent en place, si ce n'est pas encore fait, plutôt un observatoire de la formation numérique pour pouvoir justement être agile, etc. Donc là, il y a 3 mesures phares. En fait, ils travaillent sur trois sujets. Le premier sujet, c'est d'augmenter au niveau des universités, donc d'augmenter le nombre de filières, de mettre des filières digitales un peu partout. Le deuxième sujet, c'est la conversion, donc des gens qui ont des diplômes scientifiques. Et ça, on l'avait déjà essayé dès le Bug 2000, il y a déjà 24 ans. Je me souviens très bien, on avait fait cette opération et ça avait bien marché. Et le troisième axe, c'est le Visatech.
Et là aussi, quand j'étais présidente de l'APEBI, en 2018, on avait lancé ce projet de Visatech qu'on peut activer très rapidement, qui va nous permettre justement, par exemple, de bénéficier des talents des autres pays africains qui viennent faire des formations au Maroc et de pouvoir les garder. Ça, c'est une mesure, à mon avis, qui peut être faite rapidement. Au niveau de augmenter la reconversion, c'est aussi quelque chose qui peut être fait rapidement. Et le ministère n'a pas attendu le lancement de la stratégie, puisqu'il avait déjà démarré sur des pilotes qui ont réussi, et je pense qu'ils vont les généraliser. Moi, je pense qu'il faut qu'ils travaillent, pour que ça réussisse, il faut qu'ils travaillent avec les régions, c'est important. Donc, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé, mais il faut également impliquer les régions, parce que chaque région a justement son lot de talents et d'universités. Donc ça, c'est important. Il faut faire de la formation continue partout, parce que quand on parle du service digitaux pour les citoyens, il faut que les administrations décentralisées dans tout le Maroc, les fonctionnaires doivent avoir de la formation continue tout le temps pour utiliser le digital. Donc il y a la formation des talents pour produire, mais il y a aussi la formation des talents pour utiliser également dans toutes les entreprises. On n'a pas parlé des entreprises hors technologie qui, eux, ils ont besoin d'utiliser le digital pour justement être performants, être compétitifs dans un monde qui est très, très concurrentiel.